10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes 24 joueurs à suivre pour l'Euro 2024, parce que Eurotour c'est fini, depuis hier, cet épisode sur l'équipe de France qui est sorti hier, Eurotour c'est bon, c'est bouclé, on a parlé de toutes les nations, et si vous avez raté quelques épisodes, comme j'ai dû retirer les vidéos de la circulation, les faire basculer en privé, à cause de petits soucis de copyright, j'en ai parlé hier, et bah la playlist est disponible en description, je la mettrai aussi dans le commentaire épinglé, elle vous permet d'accéder aux épisodes que vous avez ratés, peut-être que vous les révisez, avant le grand départ, le grand début, parce que ouais, l'Euro 2024, c'est dans 2 jours. Demain, je vous ferai ma vidéo prono, je vais me mouiller, vous donner mon vainqueur, on va faire tout le tableau. J'ai pas encore choisi mon vainqueur d'ailleurs. Ça, c'est ce casse-tête là, c'est pour demain, mais en attendant, peut-être que ça va me permettre d'y voir un peu plus clair. Mes 24 joueurs pour l'Euro 2024. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai choisi un par sélection, et on va le faire dans l'ordre des matchs. Comme ça, en plus, on se passe un petit peu le calendrier de la première journée, je trouve que ça peut être sympa. Et on est parti. On démarre avec Allemagne-Écosse, donc c'est le seul match bien sûr de vendredi soir, le match d'ouverture de cet Euro. Du côté de l'Allemagne, il y a pas mal de gars qu'on pourrait citer. Évidemment, je pense qu'il y a quelques années, on aurait dit ouais, joueur à suivre, Florian Wirtz, Jamal Musiala. Moi j'ai toujours cette question sur comment est-ce qu'ils vont être associés sur cette ligne de 3 à Ilkay Gundogan. Il y a Kai Havertz, ça peut faire un carré magique super intéressant. Comment est-ce que Nagelsmann va faire avec toute cette matière? Aussi parmi les joueurs moins connus, il y a ceux de Stuttgart qui sont à suivre. Mittelstädt qui a des chances d'être titulaire, lui ou Rome, mais je dirais plutôt Mittelstädt de ce qu'on a vu. Et après il y a Chris Führich, bien sûr, qui peut être un des super subs, un des ailiers, voilà, côté à 28 millions, qui sort d'une très très grosse saison. Du côté de Stuttgart, Dennis Undav, Maximilian Bayer, qui en a planté genre 16 à Hoffenheim cette saison en Bundesliga. Donc ouais, peut-être un remplaçant, même si Füllkrug me semble être l'avant-centre qui pourrait prendre potentiellement la place de Havertz sur certains matchs ou en sortie de banc. Évidemment c'est l'Allemagne, donc il y a beaucoup de monde, mais mon joueur à suivre, je pense que c'est assez clair, ça va être l'ami Toni Kroos. C'est sa last dance. On assiste au dernier match, non pas de la carrière internationale de Toni Kroos, mais sa carrière tout court. Dans quelques semaines, là, ce gars qui a 6 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, quasiment une décennie au Real Madrid, une légende de notre sport, et ne sera plus un footballeur professionnel. Donc ouais, ça donne juste envie de regarder Toni Kroos. Si l'Allemagne se qualifie pour les matchs à élimination directe, par exemple, chaque match risque d'être son dernier en fonction du scénario, comme Zidane 2006. Ouais, il y a un grand moment d'histoire à vivre. Si l'Allemagne fait un immense Euro, le remporte par exemple avec un gros Toni Kroos, et j'imagine qu'il faudra un gros Toni Kroos pour que l'Allemagne fasse un gros Euro, il pourrait être dans la conversation Ballon d'Or aussi. Peut-être pas encore le favori, mais franchement, ouais, si l'Allemagne gagne l'Euro et qu'il est fort, pourquoi pas. Donc l'Allemagne a besoin de lui, c'est sûr aussi, on l'a vu je pense sur les matchs de prépa, et Toni Kroos sera mon premier joueur à suivre côté allemand. On passe à l'Écosse, Allemagne-Écosse, donc c'est ce match d'ouverture. Il y a pas mal de possibilités, mais je pense que l'Écosse, qui a eu le deuxième total de possession le plus faible de tous les qualifiés, 23e donc sur 24, va pas beaucoup avoir le ballon. Quand ils l'auront, ce sera important que John McGinn soit bon. Et lui, il concentre pas mal, je trouve, du potentiel offensif de l'Écosse. J'en ai parlé dans Eurotour Écosse. La boule d'énergie du milieu de terrain, un des joueurs les plus progressifs avec sa course là. Épaule rentrée dans le cou tellement particulière. Il a une super frappe de balle, un super pied gauche, très bonne qualité technique. Ouais, c'est le capitaine d'Aston Villa. On aurait pu parler de 2-3 autres, même McTominay qui a été le meilleur buteur en qualif. Mais je pense McGinn, de toute manière, l'œil se portera assez naturellement sur lui. Et dans ce match d'ouverture, par exemple, Allemagne-Écosse, où j'imagine les Allemands avoir facile 65% du ballon, au moins, McGinn pourrait être celui qui fait passer des petits frissons sur les moments de transition offensive de l'Écosse. En plus, c'est un joueur de pression, très agressif, super joueur, vraiment très kiffant. Donc McGinn pour l'Écosse, c'est mon choix. Alors, jour 2, on a 3 matchs. Hongrie-Suisse, qui m'intéresse beaucoup. Espagne-Croatie, samedi à 18h. C'est presque, sur le papier, ouais, en vrai, c'est peut-être pour moi le match le plus intéressant de la phase de groupe. Espagne-Croatie, le niveau de jeu que les deux affichent en ce moment, les joueurs, enfin, énorme match samedi 18h, je trouve, on rentre tout de suite dans le vrai, dans le dur. Et enfin, on termine par Italie-Albanie. Ça, c'est les 3 matchs de samedi. Sur mes joueurs à suivre, côté hongrois, on va commencer sur ce Hongrie-Suisse. La Hongrie, c'est surtout la force collective. En vrai, c'est surtout ce gars-là, c'est la force collective qu'a réussi à construire et à bâtir Marco Rossi, le sélectionneur. C'est une équipe qui a fini
invaincu de son groupe de qualif, 5 victoires, 3 nuls en 8 matchs, qui en Ligue des Nations, il y a un an et demi, a battu l'Angleterre 2 fois, dont un 4-0 à Wembley, a pris 4 points contre l'Allemagne aussi. Donc c'est vraiment collectivement ce qu'ils sont capables de créer, et c'est aussi bien sûr le leadership de Dominik Szoboszlai. Donc ça, on connaît bien, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Mais je vais dire peut-être un joueur à suivre côté hongrois qu'on connaît un peu moins que Szoboszlai, Milos Kerkez, le latéral gauche de Bournemouth, qui avait été nominé Golden Boy en 2023. J'en ai pas mal parlé dans cet épisode de retour, ça fait un an même, je l'avais pris dans ma draft, ou j'en ai parlé dans la draft Première Ligue en tout début d'année avec Stan. Ouais, il va jouer piston, il a un gros volume, 20 ans, donc pourrait se révéler encore plus aux yeux du grand public, même si les supporters de Bournemouth déjà l'adorent. Donc Milos Kerkez, un joueur de Première Ligue, à suivre côté hongrois. En Suisse maintenant, pour moi il y a une interrogation phare déjà, c'est quel rôle pour Xherdan Shaqiri. Parce que Shaqiri, même si du côté du Chicago Fire il est un peu fini, il est un peu cramé, on pourrait dire à 32 ans, il finit pas les matchs, les supporters sont pas grands fans, avec la Suisse, on en avait parlé avec la page Foot Suisse qui m'avait beaucoup aidé pour l'épisode de retour, ils avaient sorti la stat sur les 27 buts de la Suisse en grand tournoi, donc Coupe du Monde et Euro, depuis le Mondial 2014 au Brésil. Sur les 27, Shaqiri est impliqué sur 13 des 27. Je crois que c'était 9 buts, 4 passes D. La moitié des buts de la Suisse en grand tournoi viennent de Shaqiri, et c'était aussi le cas dernier Euro, 5 matchs de la Suisse, 5 fois titulaire. Au Mondial, il avait été 3 fois titulaire sur 4, dont les 90 minutes en 8ème de finale contre le Portugal. Donc Shaqiri, son rôle m'intéresse beaucoup, parce qu'au dernier match de prépa, il n'a pas été titularisé. Il était sur le banc, c'était Vargas et Zuber, sous Zeki Amdouni. Donc ouais, intéressant de voir quel rôle aura véritablement Shaqiri, quel rôle va lui donner Murat Yakin. Ça m'intéresse beaucoup. Après, bien sûr, il y a la colonne vertébrale de 3 joueurs qui sortent de très grosses saisons. Xhaka, Akanji, Zomer, ça c'est pas mal, mais on les connaît bien. Si Brel Embolo est pas remis, au moins pour le match d'ouverture, il faut garder un œil, je pense, sur le petit Zeki Amdouni, 23 ans de Burnley. Je sais que mes amis toulousains auront un œil particulier sur Vincent Siro. Il y a Remo Freuler de l'Atalanta, pas mal de gars. Mais celui que j'ai retenu, c'est Dan N'Doye, parce que lui il sort d'une très grosse saison du côté de Bologne, il a totalement explosé, on le voit ici, et dans le Bologne de Thiago Motta s'est révélé à jouer 32 matchs de Serie A. Avec la Suisse, Murat Yakin le fait jouer piston gauche, alors que c'est un ailier droit à la base. Avec Bologne il joue la plupart du temps ailier droit, mais donc on imagine qu'il va avoir un rôle extrêmement offensif, et il a beaucoup joué. Sur les 4 derniers matchs de la Suisse, il a été à chaque fois titulaire, les 2 du rassemblement de mars, et les 2 de prépa là, dont celui contre l'Autriche. Après il reste assez tendre, et il a fait une petite erreur contre l'Autriche qui amène au premier but de Baumgartner notamment. Mais ouais, Dan N'Doye, je pense qu'il peut apporter de la qualité de projection et un petit peu de tranchant qui pourrait manquer chez cette équipe suisse. Ok, maintenant Espagne, Lamine Yamal. Croatie. Ok, en Espagne il y a beaucoup de choix possibles, à toutes les lignes, c'est très costaud. Le retour de Pedri par exemple, qui était touché, on ne savait pas s'il allait être remis à temps pleinement pour l'Euro. Ok, dernier match contre l'Irlande du Nord, doublé. Pedri au milieu de terrain associé à Rodri, ça commence à être pas mal du tout. Nico Williams sur l'aile gauche, costaud, et lui aussi il peut à 21 ans, côté à 60 millions, beaucoup de clubs le veulent cet été. Est-ce qu'il va quitter l'Athletic? Pas sûr, mais super joueur, et un gros tournoi de sa part. Il peut vraiment encore attirer un petit peu plus la lumière, même si on l'avait vu déjà un peu Coupe du Monde 2022. Mais ouais, Lamine Yamal c'est quand même assez clair. Les records de précocité, comme on en parlait, il les a tous battus. C'est plus jeune joueur de Liga, à 15 ans et 290 jours à l'époque saison dernière, plus jeune buteur de Liga, plus jeune titulaire en Ligue des Champions, plus jeune joueur et buteur de l'histoire de l'Espagne, et donc cet été il va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro, c'est sûr. Il fêtera ses 17 ans la veille de la finale, il a encore que 16 ans. C'est Lamine Yamal, c'est peut-être le joueur à suivre de ce tournoi, même s'il est évidemment extrêmement connu. C'est la première fois qu'on le voit sur un grand tournoi international, et déjà là, contre l'Irlande du Nord, il est décisif quasiment sur toutes les actions. Le petit centre là qu'il met pour Fabian Ruiz, il est monstrueux, délicieux. Je regrette que l'UEFA ait sévi et que je puisse pas vous montrer les images, mais allez revoir le résumé contre l'Irlande du Nord. Lamine Yamal c'était très costaud, il y a de la pression aussi qui lui permet de faire une deuxième passe décisive dans ce match. Ça peut être son tournoi comme Mbappé 2018, Pelé 58, le tournoi du teenager qui explose totalement aux yeux de la planète football, même si tout le monde le connaît déjà. Il peut être le grand joueur de cette compétition, donc évidemment on allait dire Lamine Yamal. Croatie, la Croatie en face, sur ce match d'ouverture, ça va pas être un morceau facile pour l'Espagne. Énorme match,
Et très très belle équipe qui d'ailleurs il y a quelques jours vient de battre le Portugal, 2-1 au Portugal en plus. Chez les titulaires, on connaît déjà quasiment tout le monde, Modric, Kovacic, Brozovic sera encore l'entrejeu, Gvardiol maintenant ça peut plus être une révélation de l'Euro, un joueur à suivre, il a déjà explosé au dernier grand tournoi international, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc celui que j'ai choisi, c'est Martin Baturina du Dinamo Zagreb, de très loin le MVP du championnat croate, il est coté à 20 millions sur Transfermarkt, le deuxième joueur le mieux coté est à 8, et ensuite le troisième à 5. Martin Baturina, c'est le prochain grand espoir croate, le futur crack. Il sera pas titulaire, parce que le milieu de terrain, on l'a vu, mais il y a des chances qu'il joue, et qu'il joue de plus en plus au fur et à mesure de la compète, et surtout qu'il soit amené à jouer un rôle déterminant en sélection, progressivement, avec le départ à la retraite de Modric, qui viendra quand même, j'imagine, à un moment. Donc ouais, Martin Baturina, vraiment, si vous n'avez pas encore entendu parler du nom, lui c'est sûr, gros joueur à suivre. Et c'est pas le seul en Croatie, parmi les petits espoirs comme ça, Lukas Susic aussi, du Red Bull Salzbourg, Susic et Baturina, et peut-être Ivan Ušac aussi, intéressant. Mais voilà, 3 joueurs qui peuvent entrer en cours de jeu, parmi ceux-là, j'ai retenu le futur crack Martin Baturina. Italie-Albanie, c'est le dernier match de samedi à 21h. Alors l'Italie, c'est la Serie A. Je crois qu'il y a 3 joueurs dans cette liste de Spalletti qui jouent pas en Serie A, c'est Jorginho et les 2 gardiens Donnarumma, Vicario. Donc, si vous suivez les championnats italiens, vous connaissez déjà tout le monde, comme par exemple Riccardo Calafiori, qui a totalement explosé à Bologne. Ils sont beaucoup à avoir explosé à Bologne cette saison, mais ouais, sa courbe, elle est pas mal du tout. C'est un super défenseur qui pourrait avoir du temps de jeu. J'ai vu que Spalletti est repassé sur une défense à 3 derniers matchs contre la Bosnie, et il était titulaire. D'ailleurs, c'est sa première titularisation avec l'Italie, c'est son premier rassemblement là. La première fois qu'il est appelé, c'est depuis quelques jours, ce rassemblement de juin pré-Euro. Donc ouais, je pense Calafiori, 22 ans, un vrai défenseur à suivre. Et après, Fagioli qui a été pris après tous ses soucis, mais qui apporte quelque chose que l'Italie n'a pas forcément dans sa zone. Cambiasso, Fratesi, le buteur contre la Bosnie. Mais mon choix à moi, c'est Gianluca Scamacca. J'en ai pas mal parlé dans l'épisode Eurotour Italie. Pour moi, il a un profil tellement rare. 1m95, super physique, mais aussi extraordinaire finisseur. Il lui en faut pas 3 pour marquer. Je crois qu'il double son total d'expected goals en but. Et c'est vraiment un finisseur remarquable. Il a une superbe frappe. Un caractère et un tempérament bien trempé. Il me fait un petit peu penser à une forme de pré-Zlatan italien, de jeune Zlatan italien. Et en plus, il y a toute cette histoire avec Spalletti qui est intéressante. Spalletti qu'il avait droppé, qu'il n'avait pas pris au dernier rassemblement en mars, en disant qu'il était trop paresseux et voulait le faire réagir un peu. Et il a fait une deuxième partie de saison extraordinaire du côté de l'Atalanta, joué un rôle hyper important dans leur titre européen, à la victoire en Europa League. Je trouve que l'Italie, à part Chiesa, quelques autres, est peut-être un poil légère devant, donc a vraiment besoin d'un gros tournoi de ses stars offensives. Et Scamacca, on le voit ici, regardez sur ses chiffres avec les sélections de jeunes, il a joué quasiment 100 matchs depuis 2014, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, il a fait toutes les catégories, 29 matchs joués en 2 ans avec les U17, il a scoré à chaque fois, maintenant il lui manque des gros buts avec l'Italie, des buts qui comptent, et Scamacca absolument à suivre. Contre l'Albanie, l'occasion de se mettre en lumière face aux hommes de Silvino, qui est un des entraîneurs à suivre de ce tournoi, avec Pablo Zabaleta dans le staff aussi, on en avait parlé dans l'épisode de retour. Ils sont placés dans le groupe de la mort, avec Espagne, Italie, Croatie, forcément ça va être chaud. Et bon, il y a des joueurs à suivre, Armando Broja bien sûr, Ernest Mucci, où est-ce qu'il est ici, de Beşiktaş, qui est une vraie petite pépite, mais je pense pas qu'il partira titulaire, mais sur ses entrées pourrait être intéressant, assez fin, soyeux, balle au pied. À un moment, Monaco était dessus, il pourrait y avoir des pistes, des touches au mercato estival, Ernest Mucci. Alors si vous voulez vraiment impressionner vos amis en société, vous pouvez parler de Jassir Hassani, 29 ans, qui joue en Corée du Sud, du côté de Guangzhou, et que Silvino a pris, je vais pas dire en checkant sa database Football Manager, mais presque, parce qu'en gros, il l'avait pas vu jouer, il faisait la liste de tous les Albanais qui sont capables de manipuler un ballon de football, et il a raconté un petit peu l'histoire. En gros, il cherchait vraiment un profil, c'est-à-dire un ailier droit qui peut rentrer sur son pied gauche en faux pied, et Jassir Hassani, qui avait 27 ans à l'époque, et qui avait jamais mis le pied en sélection, avait jamais joué avec les A, est appelé pour la phase de qualif, il plante quasiment sur tous ses premiers matchs, 3 buts, 3 passes D sur les 6 premières rencontres, des frappes de loin qui ont particulièrement marqué, etc. Lui, ça pourrait être intéressant. Après, son rendement récemment était un peu moins bon, donc j'ai fait un peu dans la facilité. Et j'ai pris Christian Aslani, qu'on connaît, qui est à l'Inter depuis un moment, qui a jamais véritablement percé, même s'il a eu un petit peu plus de temps de jeu cette saison et a plutôt saisi ses opportunités. Mais à 22 ans, pourrait être un milieu intéressant de Serie A. Si il se dégageait un peu plus de temps de jeu et passait à la seconde, peut-être que Empoli à l'Inter c'était un petit peu trop rapide pour lui.
mais il sera un titulaire. C'est un titulaire aux côtés de Ramadani dans le 4-2-3-1 de Silvino. Et ouais, là, dans 3 matchs à très très grosse exposition pour l'Albanie, il a l'occasion de véritablement se montrer et peut-être d'embrayer, aller sur la prochaine étape de sa carrière. Il a que 22 ans, c'est un milieu très prometteur. Sur le papier, j'aime bien le profil. Donc ouais, je dirais Aslani, Christian Aslani, à suivre. Les matchs de dimanche maintenant. Alors, le premier, dimanche 15h, c'est Pologne-Pays-Bas, les deux de notre groupe. Et nous, on joue plus tard, on joue lundi 21h. Je sais pas pourquoi, on nous a séparés de nos amis polonais et néerlandais, mais on commence avec Pologne-Pays-Bas. Ensuite, Slovénie-Danemark, que je trouve, je sais pas, ça fait peut-être hipster de le dire, mais que je trouve hyper intéressant comme match. Et enfin, Serbie-Angleterre, l'entrée en lice des 3 Lions contre la Serbie. Alors, la Pologne a eu une mauvaise nouvelle, malgré ses très très bons matchs de prépa, qui étaient hyper intéressants. On se disait, waouh, en fait, la Pologne, attention, dans ce groupe, Lewandowski s'est blessé. Retour espéré le 20 juin, il va rater au moins le match d'ouverture contre les Pays-Bas. Aïe, ça fait un petit peu mal pour eux. J'en ai parlé dans l'épisode de retour, je pense qu'il est temps que Piotr Zielinski prenne ses responsabilités. À 30 ans, on en attend plus de lui. Il a fait une saison où il a beaucoup joué à Naples, mais en sélection, je trouve qu'il n'a jamais vraiment été au niveau des attentes. Il devait être vraiment le général, le second. Et sur les matchs où Lewandowski n'était pas là, on l'a vu à plusieurs reprises avec le brassard. J'en ai parlé dans mon épisode de retour. Donc Zielinski, ça m'intéresse, il faut qu'il assume. Mais surtout avec la Pologne, je trouve qu'il y a beaucoup de petits jeunes intéressants. Nicolas Zalewski, qui a été vraiment bon en prépa aussi, et Kasper Urbanski, les deux en Serie A, Rome, Bologne. Ça, c'est deux petits gamins, 22 ans et 19 ans. Zalewski qui a marqué top but contre la Turquie, Urbanski qui est entré aussi et qui joue. Zalewski, on le voit ici dans un rôle de piston, d'ailier un peu gauche avancé dans ce 3-5-2. Urbanski est entré en cours de jeu aussi, donc il joue. Jakub Moder aussi, on a parlé, ça m'intéresse. Mais celui que j'ai retenu, je l'avais aussi évoqué dans l'épisode de retour, c'est Sébastien Szymanski, qui a fait top saison au Fener, 10 buts, 12 passes, pas mal en championnat. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi en Turquie, c'était assez dingue. Fener a fini avec 99 points et a pas été champion. Galatasaray en a planté 102 et c'est 38 journées aussi pour eux. Donc ouais, grosse saison en Turquie et Szymanski a contribué à la superbe production du Fener. C'était surtout première partie de saison, deuxième ça s'est un poil essoufflé, mais il a quand même continué de jouer, il arrive en forme. Je pense que la créativité qu'il peut apporter à cette équipe polonaise est vitale. On verra aussi ce qu'il fait au Fener s'il reste, effectivement au Fener, mais j'ai l'impression. On verra ce qu'il fait avec l'arrivée de Mourinho désormais. Mais ouais, ça c'est le gars que je retiendrai pour la Pologne. Et alors en face c'est les Pays-Bas pour ce premier match de dimanche 15h, Pologne-Pays-Bas. Ouais, les Néerlandais, mes amis, eux aussi ont eu de gros soucis de blessures. Depuis notre épisode là, qui date d'il y a quelques jours à peine, Frenkie de Jong a déclaré forfait, comme Teun Koopmeiners. Les deux sont sortis du groupe. Ian Madsen donc a été appelé, ce qui est voilà, c'est un truc qu'on appelait de nos voeux, on voulait qu'il soit là dès le départ, parce que si les Pays-Bas jouent effectivement en 3-5-2, un système avec des pistons, et que tu peux pas mettre Blind là, c'était un petit peu ridicule. Au dernier match, ils étaient plutôt en 4-2-3-1. Je pense qu'avec justement les forfaits de Frenkie, de Koopmeiners, il y a du temps de jeu et surtout de l'exposition qui se libère pour des joueurs comme Joe Ferman, Schouten au milieu de terrain, même du Ryan Gravenberch. Donc intéressant de voir qui va remplir ce rôle-là. Et aussi, il allait être titulaire quoi qu'il arrive, mais c'est encore plus important que Tijani Reinders prenne les clés du jeu, soit très bon. Il va falloir un gros euro de Tijani Reinders. Donc tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour moi, le joueur à suivre, comme je l'avais évoqué aussi dans l'épisode, c'est Xavi Simons, bien sûr. À 21 ans, il a fait cette grosse saison à Leipzig, a été très bon. Buteur contre l'Islande l'autre jour aussi avec les Pays-Bas. Peut-être que ça peut le lancer parce qu'on l'attend sur la grande estrade du foot de sélection désormais. C'était le premier but de sa carrière d'ailleurs, avec les Oraniers. Ça doit être son tournoi. Et il doit porter un secteur offensif néerlandais qui est quand même un petit peu pâle. Krakpo s'était révélé bien sûr à la Coupe du Monde, il n'a pas fait une extraordinaire saison à Liverpool, pas mauvaise, pas hyper bonne non plus. Sur les attaquants, Memphis il a peu joué avec l'Atlético, sinon on retombe sur Verhofst, à Brobbey. En vrai j'aurais pu mettre Brobbey. Je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, je pense qu'il part de plus loin dans la hiérarchie par rapport à Koeman. Et ouais, Xavi Simons, voilà, c'est un peu comme Lamine Yamal, un sous Lamine Yamal, c'est-à-dire un Wonder Boy, un Star Boy, et que tout le monde veut voir dans le grand chaudron du foot de sélection, exposé à ce niveau de pression et d'intensité. Ça va être assez fascinant. Voilà pour Xavi Simons. On aurait pu parler un peu de Dumfries Frimpong aussi sur le couloir droit, qui sera titulaire à la fin, et même Ian Madsen qui pourrait sortir de nulle part et être un joueur clé si effectivement Koeman repasse sur un système à 3. Mais voilà, Xavi Simons pour les Pays-Bas. Deuxième match, Slovénie-Danemark, comme on a dit. Alors en Slovénie, il y a 2-3 gars, notamment Jakab Biol. Si je rigole, c'est parce que c'est un défenseur central, j'en ai beaucoup parlé dans le dernier épisode de retour. Jakab Biol, défenseur central qui il y a quelques années au CSKA Moscou avait joué avant-centre. Pendant une dizaine de matchs, il était pointe parce qu'il a un jeu de tête
absolument remarquable. C'était un repositionnement tactique assez fascinant et il sera titulaire. Jakab Biol, très intéressant. Et aussi, depuis qu'on a fait l'épisode, il s'est passé un truc où on avait parlé de Timmy Maxelsnik, d'autres, mais il s'est passé un truc. Ilicic a été repris à 36 ans. Le maestro qu'on connaissait de l'Atalanta Bergame, qui est retourné à Maribor dans le championnat slovène et qui aujourd'hui ne vaut plus que 300 000 €. Ça doit être un des joueurs les moins bien cotés de tout le championnat d'Europe des Nations. En Slovénie, par exemple, il n'y a que le troisième gardien, Igor Vekic, qui a moins de 250K. Mais ouais, c'est Ilicic, et il a joué en plus, il a joué un petit peu sur la phase de prépa, il est entré l'autre jour contre la Bulgarie, il me semble que sur le match précédent, il était même titulaire. Donc ouais, avec l'épisode de dépression qu'il a connu, il est remis apparemment mentalement, ça fait plaisir, franchement, 2019-2020, il nous faisait tellement vibrer, c'est super joueur. 1988, dingue, un gars encore des années 80 qui est là. Josip Ilicic, donc, à 36 ans, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, après, j'ai fait cette vidéo sur la Slovénie et le titre, c'était la Slovenia, le joueur à suivre de l'Euro. Peut-être que je me suis un peu enflammé, mais forcément, Benjamin Šeško, je le mettrai au moins dans mon top 5-6 des joueurs à suivre de l'Euro, parce que je pense vraiment qu'il peut exploser. À Leipzig, il a fait une saison à 17 buts, toutes compétitions confondues, en à peu près 2000 minutes de temps de jeu. Il n'était pas tout le temps titulaire. Mais bon, c'est 17 minutes, par exemple, sans tirer les pénaltys. C'est Loïs Openda qui les tire. Il est passé cette saison, au fur et à mesure de la saison, de super sub en début d'exercice 23-24 à un gars qui, par exemple, avait joué 175 des 180 minutes contre le Real Madrid. Avec des ratés à la finition, il s'était peut-être pas totalement hissé au niveau de ce grand match, mais il apprend vite, je trouve. Et voilà, 29 sélections déjà à 21 ans, 11 buts. Il est programmé pour devenir, c'est sûr, le meilleur buteur de l'histoire de la Slovénie. Il en a planté 5 en qualif. Il peut faire un Euro, je pense, à 4-5 buts. S'il fait ça, en sachant qu'il est déjà là sur les tablettes de Chelsea, Arsenal, on en entend parler, il pourrait être un 9 qui compte du foot européen. Après, il y a des chances qu'il veuille rester à Leipzig quand même, et il est là que depuis un an, sous contrat jusqu'en 2029. S'il part, il va falloir payer le prix très fort. Je trouve qu'il a tous les ingrédients pour devenir un vrai grand attaquant de foot européen, et il va y avoir ce match à forte exposition contre l'Angleterre, on sait que ça va être un gros truc. Donc ouais, Šeško pour la Slovénie. Et côté danois, le Danemark, la surprise du dernier Euro. Si on avait fait cette vidéo là en 2021 et qu'on avait mis Mikkel Damsgaard, on aurait été très fort. Voilà, typiquement ça aurait été le joueur à mettre. J'avais pas parlé en plus dans mon épisode de retour de Morten Hjulmand, qui est passé à 40 millions, qui a fait une énorme saison au Sporting Portugal, qui était titulaire dans le dernier match, là, dans le 3-4-2-1 de Hjulmand. C'est pas de lien de parenté, hein, le sélectionneur Hjulmand, Kasper Hjulmand, n'a pas de lien avec Morten Hjulmand, mais il était titu. Donc on verra son tournoi. Sinon, pas mal de noms qu'on connaît. On aurait pu parler peut-être de Skovholsen, de Bruges, de Jonas Wind, de Wolfsburg. Mais celui que j'ai retenu, c'est Rasmus Højlund, pour des raisons évidentes. Bien sûr, on le connaît très bien, mais c'est son premier grand tournoi avec le Danemark. Il n'était pas là au dernier Euro, bien sûr, il n'était pas là à la Coupe du Monde non plus. Le Danemark avec Højlund, on n'a jamais vu cette version-là. Peut-être la possibilité pour eux de sortir de leur passe difficile, avec notamment ce mondial totalement raté. Højlund en sélection, 14 matchs, 7 buts. Il en a planté 7 en qualif, il était un des meilleurs buteurs de la phase de qualif. Il va être le fer de lance de ce Danemark. C'est son premier grand moment, je trouve, depuis qu'il est devenu une star. Donc Højlund pour le Danemark. Serbie-Angleterre, le dernier match de dimanche 21h. Pour la Serbie, de Dragan Stojkovic, récemment il y avait la question, on en avait parlé dans l'épisode, Mitrovic ou Vlahovic, qui en pointe de leur système. Et bah au dernier match contre la Suède, victoire 3-0, Stojkovic a décidé de mettre les deux associés, Mitrovic et Vlahovic. Un gars qui m'intéresse aussi, c'est Lazar Samardzic d'Udinese, 22 ans. Il s'est bien révélé en Serie A depuis 1 an et demi, il est arrivé, c'est un binational, il est né en Allemagne, mais récemment il a rejoint le groupe et je pense pas qu'il sera titulaire, mais il fera des entrées en jeu intéressantes. Mais le truc avec la Serbie, c'est que c'est pas le secteur offensif leur problème, où je trouve qu'ils sont dans l'ensemble bien garnis, en plus de Dusan Vlahovic, ils ont Dusan Tadic par exemple, 2-3 autres, c'est surtout la défense. Et par exemple au dernier mondial, on avait la stat, 8 buts encaissés sur 3 matchs de phase de groupe, c'était la 31e défense sur 32. Il n'y avait que le Costa Rica, qui s'était giflé contre l'Espagne, qui avait pris plus de buts que la Serbie. Et par contre sur l'attaque, ils avaient 5 buts marqués, ça faisait la 5e meilleure attaque de tout le mondial sur la phase de groupe. Donc leur problème, c'est la défense, c'est pour ça que je pense que le joueur à suivre, c'est Strajnia Pavlovic. Leur meilleur défenseur central, surtout depuis le déclin de Nikola Milenkovic. Strajnia Pavlovic de Salzbourg, coté à 25 millions, 23 ans, donc très jeune pour un défenseur, pourrait se révéler encore davantage et peut-être faire le pas ensuite vers un championnat top 5, ou Leipzig, à voir. Ce serait mon joueur serbe à suivre. L'Angleterre, ok, ça c'est impossible les gars. Comment on fait pour choisir un gars en Angleterre? Déjà on a parlé de ce quatuor offensif monstrueux, ou sous Kane, dans le cadre de 3-1, c'est Foden, Bellingham
et bien sûr Bukayo Saka à droite. Ça fait une attaque à 570, quasiment 600 millions d'euros, juste pour les 4 gars du secteur offensif. L'Angleterre est stacked, et puis après il y a tellement de joueurs derrière aussi, Watkins, Bowen, Gordon, Eze, Palmer, bien sûr, meilleur jeune joueur. On a parlé de tout ça, meilleur jeune joueur de Première Ligue, on a parlé de tout ça dans l'épisode de lundi, qui est tout frais, donc n'hésitez pas à aller checker dans la playlist si vous voulez. Celui que j'ai retenu à la fin, c'est ni Kobe Mainoo, ni Adam Wharton, qui sont pourtant hyper intéressants à 19-20 ans, parce qu'il y a vraiment une place à prendre aux côtés de Declan Rice. Je suis revenu assez longuement sur leur cas dans cette vidéo-là, mais simplement j'ai choisi Phil Foden, qui a fait la meilleure saison de sa carrière, qui est pour moi le meilleur joueur de Première Ligue de la saison 2023-2024. Il en a planté 19 en PL, plus 8 passes D, et a été monstrueux. Comme on dit, s'est découvert un sniper à la place du pied gauche. On attend un gros tournoi avec l'Angleterre de Phil Foden, et ce sera pas dans sa position préférentielle. Alors, le dernier match de prépa, il a été placé dans l'axe parce qu'il n'y a pas Bellingham, mais normalement, il va commencer à gauche, avec Saka à droite et Bellingham dans l'axe sous Kane. C'est pas sa meilleure position à Foden. Est-ce qu'il sera tout de même capable de faire quelque chose de fort? Sur les dernières grandes compétitions, la Coupe du Monde, il était titulaire sur 3 des 5 matchs, mais c'était quand même les 3 derniers, donc une montée en puissance. Au dernier Euro, titulaire sur seulement 2 des 7. Donc je trouve que c'est son moment de briller. Et il n'y a quasiment aucun joueur dans le foot mondial qui arrive plus en forme que Phil Foden. C'est pour ça que je l'ai choisi pour l'Angleterre. Et ça conclut nos matchs de dimanche. Lundi, on va commencer par Roumanie-Ukraine à 15h, Belgique-Slovaquie, l'entrée en liste des Diables Rouges, et Autriche-France, 21h, nos bleus. Alors la Roumanie, l'effectif le moins bien coté des 24 pour Transfermarkt, 92 millions d'euros, les 26 joueurs de l'effectif. On vient de parler d'une Angleterre qui en a 600 sur 4 joueurs, 92 sur les 26 pour la Roumanie. Alors moi je vois ce 11 avec Coman, Puskás, Hadji, et j'ai l'impression d'être retourné sur ma ligue des Masters de PES 4 ou PES 5, où tu pouvais faire jouer des top joueurs contemporains avec les stars d'antan. Je pense que je faisais jouer Thierry Henry avec Maradona, etc. Mais bien sûr, c'est pas le vrai Puskás, et c'est le fils de Hadji, c'est Yanis Hadji, et bien sûr, c'est pas Kingsley Coman. Qui est-ce qu'il faut suivre chez cette Roumanie? Quand j'avais fait l'épisode, je m'étais beaucoup appuyé sur les dires de mon pote Alex Scout, avec lequel on avait beaucoup échangé, qui m'avait tellement aidé. Pour lui donc, le joueur à suivre, il a répondu à mon tweet que j'ai mis tout à l'heure, votre joueur à suivre de l'Euro. Il m'a mis Denis Mann de Parme, qui est le deuxième joueur roumain le plus coté de l'effectif, il est à 9 millions. Le premier, c'est bien sûr le défenseur des Spurs, Dragouchin, 25 millions. Il sera titulaire, comme il n'a pas été du côté des Spurs, mais à 22 ans, l'occasion pour lui de se montrer encore un peu plus. Donc peut-être ça c'est intéressant. Et sinon, j'étais presque surpris que Alex mette Denis Mann, parce qu'en privé, il m'avait beaucoup parlé de Marius Marin. Et ça, typiquement, il joue à Pise en série B, dont il est le capitaine, il me semble, à vérifier. Mais voilà, coté à 1,6 million. Et pourtant, il me dit, Alex, il me dit, Marius Marin, c'est vraiment un super joueur. Il sait faire beaucoup de choses. Dans un rôle différent, mais bien meilleur que son homonyme, apparemment, Razvan Marin, qui n'a jamais vraiment montré quoi que ce soit en sélection. Donc Marius Marin, super joueur. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est Florinel Coman. Je pense qu'il y aura sur les ailes de ce 4-3-3 ou 4-2-3-1 roumain, il y aura Denis Mann à droite et Florinel Coman à gauche. Et Coman, c'est du côté du FCSB, donc le nouveau Steaua Bucarest. Ça a été le meilleur buteur. Et il me semble aussi le meilleur passeur du championnat roumain. Donc voilà, Florinel Coman, évidemment, on ne le connaît pas trop chez nous, mais sur les matchs de la Roumanie, notamment face à la Belgique, à suivre. Ukraine, parce que ce sera l'Ukraine en face. L'Ukraine, c'est un des pays qui m'intéresse le plus. J'aurai pas le temps de faire une vidéo 5 ou 6 pays à suivre à l'Euro 2024. Et en vrai, je me disais aussi qu'elle n'avait pas trop de sens, parce que pour moi, tous les pays sont à suivre. J'ai quand même fait une vidéo de 15-20 minutes sur chacune des nations. Donc pour moi, tout m'intéresse. Mais si j'avais fait cette vidéo, l'Ukraine serait dans la liste. Alors, en Ukraine, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs très intéressants, ne serait-ce qu'au poste de gardien, où Lunin est même pas forcément sûr d'être titulaire. Entre Troubin et Lunin, il y a vraiment 2 gardiens super intéressants, et jeunes en plus, prometteurs. Donc ouais, ça c'est pas mal. Il y a Zabarny en défense centrale, 21 ans. C'est super jeune l'Ukraine, hein. C'est une des équipes les plus jeunes du tournoi, voire la plus jeune si je me souviens bien. Mais ouais, il y a beaucoup de jeunes pépites, beaucoup de potentiel. 21 ans pour lui, à Bournemouth, a fait une très grosse saison. Bien sûr, il y a encore Mudryk, qui a que 23 ans. Tsigankov, j'ai l'impression qu'on en parle depuis une éternité. Finalement, il a que 26 ans aussi. Associé à Dovbyk, 26 ans, la paire ukrainienne de Girona. Super intéressant. Mais celui que j'ai choisi à la fin, et je vais dire d'assez loin, j'en parlais dans la vidéo, c'est Soudakov.
le 14 de l'Ukraine, le 10 du Shakhtar. Il était coté à 20 millions quand on avait fait notre vidéo, il est déjà passé à 35. Il est en train d'exploser absolument à 21 ans. C'est un joueur merveilleux. Donc il a les 2 pieds, on en parlait déjà à l'époque. Il était titulaire bien sûr dans ce milieu à 3 contre la Moldavie, dernier match de prépa. Je dis bien sûr parce que sur les 10 matchs de qualif, il avait joué les 10. C'était le joueur le plus utilisé par Rebrov. Et il a tout fait, il a marqué un but, il a donné 2 passes D. Il a été assez extraordinaire, le résumé c'est, j'ai l'impression, une compile de Soudakov. Apparemment il est pisté par Arsenal, City, il y a des offres qui auraient été refusées de Naples, la Juve. L'Ukraine c'est une des équipes à suivre, mais Soudakov, si je faisais une liste avec que 10 noms, il serait dedans. Soudakov pour l'Ukraine, Soudakov, vraiment il faut garder un œil sur ce gars. Et dans ce groupe donc on a pour finir Belgique et Slovaquie. Alors la Belgique, je trouve que quand on parle de last dance potentiel, Kevin De Bruyne quand même. En fait De Bruyne, je me dis, il aura 33 ans dans 15 jours, donc potentiellement il pourrait encore être là pour le mondial 2026, mais je sais pas, je le sens pas forcément très sentimental, et je le sens capable de claquer la porte et dire au revoir à la sélection, même presque prendre sa retraite tout court à un moment, s'il sent que c'est ce qu'il a envie de faire sur le moment, il le fait. Tu sens qu'il a toute sa vie personnelle à côté, familiale, machin. Il joue au foot, bien sûr, il est joueur professionnel, adore le foot, machin, mais je le sens pas forcément hyper investi par tout ce qu'on dit, héritage, legacy, etc. À 6 mois du mondial, pour moi, il peut prendre sa retraite internationale juste parce que voilà, il en a fini. Peut-être je me trompe totalement sur l'analyse, mais on peut ajouter qu'il peut se blesser aussi. Il est quand même assez fragile physiquement. Il peut se blesser aussi, juste avant la Coupe du Monde. Quand je vois Kevin De Bruyne dans un grand tournoi comme celui-ci, j'ai pas envie de prendre pour acquis le fait qu'il sera là à l'avenir. Donc, j'ai envie d'en profiter au maximum, donc bien sûr, on aura un œil sur KDB. Mais c'est pas mon joueur à suivre, ce serait un peu trop évident KDB. Il y a un gars qui m'intéresse beaucoup, Yohan Bakayoko. Quand je l'avais pris dans ma draft league, j'ai l'impression que tous les jours il augmente. Dans ma draft league des champions en début de saison, je l'avais pris, il était à 10, maintenant il est à 45. Je crois qu'il est passé de 40 à 45, genre hier, un truc comme ça. Yohan Bakayoko en Belgique, mais c'est pas forcément dit qu'il sera titulaire, parce que pour l'instant, sur l'aile droite, je vois pas mal de Leandro Trossard dans ce 4-2-3-1. CDK, qui a super bien fini la saison du côté de l'Atalanta en tant que sub de De Bruyne sur certaines fins de match. Et bien sûr Jérémy Doku, on n'a pas parlé pour l'instant, mais Doku, même s'il avait déjà, je trouve, un peu pété, explosé au dernier Euro, où il avait déjà été un petit peu une des sensations, bon là il arrive pour un grand tournoi de confirmation, un peu avec sa belle saison du côté de City aussi. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est aucun de ces gars-là du secteur offensif, c'est Maxime De Cuyper, parce qu'on en a assez peu parlé dans le dernier épisode de retour. À la base, ça devait être Théâtre, le titulaire à gauche, et en backup, il y avait des chances que ce soit Meunier, comme ça l'a été sur le second match de préparation. Et Théâtre est toujours pas remis, et Meunier s'est blessé sur le deuxième match au bout de 15 minutes, donc forfait. Alors, non, forfait c'est pas vrai, on attend plus de nouvelles, mais là, peut-être même au moment où cette vidéo sort, vous savez qu'il est forfait, parce qu'il s'est pas déplacé en Allemagne. Aujourd'hui, la Belgique se rendait en Allemagne, et Meunier a pas fait le déplacement, et continue encore avec des tests, etc. Moi, j'ai l'impression que ça va être officialisé bientôt, qu'il sera forfait. Donc Maxime De Cuyper, et un peu il y a Castagne qui peut dépanner à gauche aussi, mais franchement, 23 ans, belle saison à Bruges, je trouve un boulevard de temps de jeu devant lui, et pourrait être une des révélations de l'Euro sur ce poste de latéral gauche. Va être amené à jouer un rôle sans doute plus important que prévu initialement. Et son association dans le couloir gauche justement avec Jérémy Doku par exemple, ça pourrait être un des petits trucs tactiques à suivre de l'Euro. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Maxime De Cuyper pour la Belgique. Slovaquie donc, pour finir sur ce Belgique-Slovaquie qui est le match de lundi 18h. Alors en Slovaquie, on en avait parlé un petit peu dans la vidéo, Thomas Suslov de l'Hellas Vérone qui a fait une bonne saison en Serie A et qui a 22 ans, il vient de fêter ses 22 ans il y a 5 jours. Il a déjà 150 matchs en pro. La Slovaquie, sur le dernier match de prépa, a explosé le Pays de Galles. Il n'était pas titulaire, mais je pense, entre lui, Araslin, Schrantz, ils sont 3 sans doute pour 2 postes sur ses ailes. Donc gardons un œil sur Suslov, Araslin. Ensuite, Robert Bozenic, l'avant-centre de Boavista, on en parlait aussi dans l'épisode de Retour Slovaquie, qui a planté une dizaine de buts en championnat portugais cette saison, qui arrive assez chaud. Et alors, je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, mais la petite pépite du Feyenoord, Léo Sauer, 18 ans, je crois pas qu'il ait joué sur le dernier match de prépa, non, il n'est pas entré, donc on verra ce que Calzona en fait. Mais ça pourrait être un nom à garder en tête. Celui que j'ai retenu à la fin, je pense que vous le savez, c'est David Anko, évalué à 35 millions.
pour moi le MVP slovaque. Au Feyenoord, il a fait encore une grosse saison. Il est considéré comme presque quasiment un des meilleurs défenseurs de leur histoire en tant que défenseur central, mais avec la Slovaquie, il joue défenseur gauche. C'est la caution protection, solidité des Slovaques. Et s'ils font un grand tournoi, c'est parce qu'il y aura eu aussi un grand David Anko. Il est connu dans une certaine mesure aux yeux des scouts et des observateurs très très attentifs du foot européen, mais comme il n'est pas dans le top 5 championnat, David Anko, un gros euro, ça pourrait attirer des clubs de première ligue. Il est au Feyenoord depuis 2 saisons, il a déjà été champion là-bas. Peut-être au bout d'un moment, à 26 ans, il aura fait le tour de la question. Il y a moins qu'un club de PL aille sur David Anko. Et je crois que ça parlait de lui Liverpool, avec l'arrivée de Arne Slot. Peut-être qu'il pourrait l'amener dans ses bagages, etc. David Anko, pour moi, serait le joueur slovaque à suivre. Et donc, pour boucler la journée de lundi, on finit avec le match que j'attends le plus, bien sûr, Autriche-France. Alors, Autriche, comme on a dit, c'est un peu une histoire d'absent. Pas de David Alaba, on en parlait aussi dans la vidéo, pas de Xaver Schlager, ça qui se fait les croisés, c'est horrible. Le gardien aussi, l'autre Schlager, Alex Schlager, n'est pas là non plus. Donc ils ont dû un peu recomposer tout un truc. Il y a encore heureusement le fameux Lionel Messi du pressing, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer. Mais celui que j'ai choisi personnellement, c'est Christoph Baumgartner, qui n'a pas fait grosse saison à Leipzig. Une arrivée pas évidente, alors qu'il a été acheté à Hoffenheim 25 millions été dernier. Mais par contre, avec l'Autriche, il plante à chaque match. Sur les 5 derniers matchs, il a marqué à chaque fois. Son but contre la Suisse est hardcore en vrai, avec un grand pont passé sur son vis-à-vis pour aller finir en 1 contre 1. Plus de passes décisives aussi. Ouais, Rangnick lui donne les clés du jeu. L'Autriche a besoin de son rendement offensif. Christoph Baumgartner serait mon Autrichien à suivre, en espérant juste qu'il soit pas trop fort contre nous et que sa série s'interrompe au prochain match. Alors, les Bleus, justement, on y est. Le deuxième effectif, le plus coté de l'Euro. Apparemment, on est deuxième au classement FIFA, je savais même pas. Beaucoup de joueurs en équipe de France, quasiment tous m'intéressent. J'en parle depuis un moment, Saliba, s'il réussit à se faire une place, je trouve qu'il y a un truc intéressant pour lui sur cet Euro, même si je pense que Deschamps va plutôt repartir sur Upamecano Konaté. C'est un truc qui pourrait changer en cours de tournoi. Et il sort d'une énorme saison Arsenal. Il y a bien sûr Griezmann, parce que c'est Griezmann. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Les entrées de Bradley Barcola, qui sera sans doute un des premiers gars en cours de jeu, avec Coman, s'il n'est pas titulaire et que c'est Dembélé titulaire à droite. Barcola-Coman, ça peut être un double changement à l'heure de jeu, qui peut dynamiter un petit peu notre fin de match. Donc joueur à suivre. Bien sûr, Olivier Giroud, c'est sa last dance en bleu. Il prendra sa retraite internationale après l'Euro. Il aura 38 ans fin septembre. Voilà, c'est les derniers moments du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en bleu. Donc forcément, tous ces moments-là vont être à suivre. Évidemment, il y a Kylian Mbappé. La France a besoin d'un grand tournoi de Kylian. Et lui a besoin de faire un gros mois aussi, je pense, pour se remettre sur les bons rails avant le Real Madrid. Enfin bref, Mbappé, voilà, évidemment à suivre. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est pas forcément une surprise. N'Golo Kanté. J'aurais pu parler d'autres gars au milieu de terrain que je trouve intéressants. Un Youssouf Fofana, peut-être un peu sur une petite place. Mais pour moi, Kanté, ressorti, arrivé de nulle part, que j'appelais de mes voeux, que je voulais voir dans la liste de Deschamps, ça s'est confirmé, un peu surprenant, mais il est là. Et franchement, je l'ai trouvé intéressant sur les matchs de prépa. Pour moi, il doit être titulaire dans cet entrejeu. C'est Griezmann et Kanté, les 2 premiers noms que tu mets. Et après, il faut réfléchir au 3e. Et dans son interview là avec Adil Rami l'autre jour, moi j'entendais un petit truc sur peut-être revenir en Europe quand même à un moment donné. Après, il a déjà 33 ans, mais s'il continue de montrer ce volume de jeu, cette énergie et cette endurance, et s'il a envie à un moment de retrouver, comme il dit, ouais, forcément, c'est un truc auquel il faut penser, quand tu vois la Première Ligue, les championnats européens et tout, j'ai senti ce petit désir en lui quand même. Donc, j'exclurais pas totalement un retour de Kanté en Europe. Bien sûr, il avait raté la Coupe du Monde 2022, lui et Pogba. Le retour de Kanté, je trouve dans l'ensemble que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Ouais, ça fait plaisir de voir ces 2 lignes-là, et j'espère voir un gros tournoi d'N'Golo. Il reste donc 4 équipes, ce sera mardi 18h, Turquie, Géorgie, et pour boucler cette première journée de phase de groupe, Portugal, République tchèque, Tchéquie, mardi 21h. On va commencer donc avec la Turquie, et un petit peu comme l'Ukraine, j'ai l'impression que la vidéo a été faite pour eux. Il y a trop de noms à sortir en Turquie, justement sur des petites pépites qui vont avoir énormément d'exposition. Le duo Arda Güler et Kenan Yildiz du Real et de la Juve, les 2 côtés à 30 millions, les 2 19 ans. J'en parle exhaustivement dans ma vidéo au retour, vraiment à suivre. Mais il y en a 2-3 autres. Semih Kılıçsoy par exemple de Beşiktaş, 18 ans aussi, ça peut être un petit Wonderboy offensif de la Turquie. Il était titulaire d'ailleurs au dernier match. Barış Alper Yılmaz aussi de Galatasaray. Pas mal de joueurs de Gala, de Fener, ces 2 clubs qui ont fait une énorme saison bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure. Et j'ai même vu que Ismail Yüksek, on en parlait dans l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, mais il s'était blessé, il s'était fait rupture des ligaments ou un truc comme ça.
juste avant qu'on tourne la vidéo. Et on était là, ah dommage, ça aurait été une super paire avec Akan dans le 4-2-3-1 de Montella, etc. Mais il est revenu. Alors il n'a pas joué les matchs de prépa, mais il est dans la liste. Et je ne sais pas s'il aura des minutes à l'Euro, mais c'est un truc à suivre parce qu'il manque, je trouve, un gars de sa qualité pour mettre aux côtés d'Akan. Et d'ailleurs, Akan, c'est un peu la même chose, excellent avec l'Inter, en Serie A, etc. Mais avec la Turquie, ça n'a jamais été top. Donc, lui aussi, ça m'intéresse en fait. Est-ce qu'il peut faire un gros tournoi et être à la hauteur de ce qu'il produit régulièrement en club, mais cette fois en sélection? Je pense que pas mal de Turcs ont envie de voir ça. Mais celui que j'ai choisi, vous m'excuserez le choix un peu plus hipster, j'en parlais beaucoup dans l'épisode de retour, j'ai pris Ferdi Kadioglu. Parce que je pense que ce latéral gauche du Fener là, de 24 ans, qui est né aux Pays-Bas d'ailleurs, je trouve qu'il a une superbe qualité de projection. Il peut jouer à droite aussi, si je me souviens bien, il peut jouer aussi latéral droit, à dépanner un petit peu en Turquie, mais il pourrait se révéler comme étant un des latéraux gauche du tournoi. Il pourrait être dans l'équipe type de l'Euro, au moins de la phase de groupe, ça ne me surprendrait pas. Il faut juste que la Turquie maintenant fasse une bonne compétition. Et cette Turquie a beaucoup à se faire pardonner. Après le dernier Euro, où on les mettait un peu comme équipe sensation, surprise, et ils avaient été absolument catastrophiques, un bon Kadioglu pourrait mettre les Turcs sur de bons rails. Et ils vont commencer donc, lancer leur tournoi, face à la Géorgie de Willy Sagnol. C'est la seule nation de toute la compétition, des 24, qui joue le premier Euro de son histoire. On est sur un vrai moment historique pour la Géorgie. Kfara, donc, pour moi, ça m'intéresse parce que ça va être son premier grand tournoi international à 23 ans. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il est dans notre viseur, dans notre répertoire, mais ça va être un moment de très forte exposition. Il y a aussi, bien sûr, Georges Mikotadze qui a fini très fort la saison avec Metz après une première partie d'année ratée avec l'Ajax. On avait parlé aussi de Otar Kitaishvili. Mes amis bordelais ont envie de voir dans la foulée de sa bonne saison un bon tournoi de Zuriko Davitashvili. Mais on n'a pas parlé de gardien pour l'instant, on n'a cité aucun gardien, donc vous savez que mon choix, ça va être Georgi Mamardashvili, qui a été cette saison, je pense, le meilleur gardien de Liga. En tout cas sur les chiffres avancés, post-shot expected goals, il a été énorme. Du haut de son 1m97, je crois que ça a été même le 3e meilleur gardien d'Europe. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on a parlé de l'Écosse, on a dit que sur la phase de qualif, ils avaient le 23e total de possession des 24 qui se sont effectivement qualifiés. Les 24e, c'était la Géorgie. Alors ouais, c'est vrai, les deux étaient dans le groupe de l'Espagne, je crois que ça a joué sur ses stats, mais tout ça pour dire que la Géorgie n'est pas une grosse équipe de possession, et il y a des chances que Mamardashvili soit assez exposé, et ait donc pas mal d'occasions de briller. C'est pour ça que je l'ai mis comme joueur à suivre géorgien. Et enfin, Portugal et République tchèque. Portugal, les gars, aussi c'est trop dur, il y a beaucoup trop de noms. J'ai vu que Roberto Martinez a fait une défense à 3 hier contre l'Irlande, donc peut-être qu'il pourrait y avoir du temps de jeu pour Inacio. Ce serait intéressant parce que lui, le jeune défenseur central du Sporting, à 22 ans, coté à 45 millions, sort d'une très grosse saison. Pep, il a 41 ans, les gars. Et il continue de jouer, et il y a moyen même qu'il soit titulaire sur 7 euros. Pep, donc à un moment, ça va être sa last dance aussi. Lui, il est quasiment des années 70, c'est extraordinaire. Sacré Pep. Alors bien sûr, il y a les stars habituels, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, qui est sur un nuage en sélection, qui est extraordinaire. Des joueurs qui se sont révélés cette saison, Vitinha à Paris, mais aussi le jeune Joao Neves de Benfica, monstrueux à 19 ans, qui pourrait être un des premiers entrants. Joao Palhinha aussi, j'en ai parlé comme un des meilleurs milieux défensifs d'Europe, très sous-coté je trouve. Et j'en avais parlé aussi dans mon épisode de retour, Francisco Conceição, un des meilleurs dribbleurs d'Europe, juste derrière Jérémy Doku dans le classement qu'avait fait le CUS, qui avait perforé la Finlande, il me semble, sur le premier match de prépa du Portugal. À 21 ans, sort d'une très belle saison aussi à Porto. Francisco Conceição, typiquement, le joueur qu'on connaît un petit peu moins, mais qui peut faire un très bel Euro, et tout le monde en parle, un peu finalement comme le Doku d'il y a 3 ans avec la Belgique. Mais le joueur que j'ai retenu, bah ouais, lui, quand même, lui, à 39 ans, je sais pas si c'est sa last dance. Je sais pas s'il n'y a pas l'ambition de quand même une Coupe du Monde en 2026. En plus, quand on voit la génération qu'est le Portugal, bah, je l'imagine totalement braqué sur cet objectif, le viseur fixé vers le dernier grand titre qui lui manque. Donc peut-être que c'est pas son dernier tournoi, mais à 39 ans, voilà, il faut jurer de rien. C'est 2 ans, c'est long à 39 ans. Et c'est crié, donc ouais, forcément. En plus, il en a planté 2 la dernier match de préparation. Je pense qu'il sera titulaire, hein, parce que malgré les débats, etc. qu'il y a eu, depuis que Martinez est arrivé, il a joué tous les matchs de qualif, ou tous sauf un, il me semble, 9 des 10. Et Gonçalo Ramos n'a pas été extraordinaire avec le Portugal depuis la Coupe du Monde. Donc ouais, Ronaldo pour moi sera titu. Je sais pas, chaque but de Ronaldo, ça va quand même être un événement, c'est Ronaldo. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de mon aide pour poursuivre Cristiano Ronaldo sur un grand tournoi. Mais c'est le joueur qui m'intéresse en vrai le plus de tous au Portugal. Et enfin, République tchèque, pas mal de choix. On avait parlé dans la vidéo de Matej Kovar, le gardien remplaçant de Radecki, du côté de Leverkusen, qui est devenu le titulaire. Martin Vitic, Ladislav Krejci, plein de pépites tchèques qui pourraient se révéler à l'Euro.
Mon pote Checky France, qui m'avait bien aidé sur l'épisode, a statué, il a tranché, il a dit vu la prépa j'ai envie de dire que David Jurasek, il avait répondu à mon tweet, peut définitivement se faire un nom cet été, mais je garde la conviction que Matej Jurasek, même comme remplaçant, a le profil parfait pour exploser à l'Euro. Donc, Matej Jurasek du Slavia, qui a connu la sélection récemment, à 20 ans, on va retenir ce nom, et ce sera le dernier. Il conclut cette longue vidéo, les 24, et au final je pense on a parlé facilement d'une centaine de joueurs, les 24 à suivre pour l'Euro 2024. Je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, le montage, ça va être sympa. Mais j'espère que ça vous a plu, et on se donne rendez-vous demain, donc pour les pronos. Prenez soin de vous les amis, et à demain. Bisous.